Par la présente, je convoque le culte du Cthulhu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je présente le jeu Towers of Amharb. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Modas Game Design qui a rendu cette vidéo possible. Donc, qu'est-ce que c'est Towers of Amharb? Premièrement, c'est un titre vraiment complexe pour ce que c'est. Lorsqu'on regarde la boîte, on a même de la misère à déchiffrer c'est quoi le titre. J'ai même dû me relire et même le trouver sur BGG. C'est pas nécessairement évident. Mais à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui utilise un concept un peu de puzzle. Donc, on va devoir déplacer des différentes tours qui vont être représentées par des disques circulaires et on va devoir aller chercher des ressources. Ces ressources-là vont nous permettre de pouvoir placer des cultistes et ensuite, on va devoir contrôler autour de différents altars pour marquer des points. Bon, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc la mise en place de Towers of Amharb pour une partie à 2 joueurs. Alors, selon le nombre de joueurs qu'il va avoir, le plateau va avoir une disposition différente. Donc, on voit ici la façon que c'est placé. On va également utiliser un certain nombre d'altars, donc des altars à 5, 4 et 3 points. Donc, encore une fois, étant donné que c'est une partie à 2 joueurs, on en met 4 de chacun. Mais dans le cas d'une partie à 4 joueurs, il va en avoir plus des 4 et des 3. Chaque joueur va également choisir, parmi les début de partie, entre deux factions différentes. On voit ici, là, pas très facile à lire, Ashtur, Nyarlathotep, etc. Donc, chaque joueur va en choisir une et habituellement, chacune des factions va venir avec certaines choses spéciales. Donc, exemple, celle-ci vient ici, il nous explique comme ça, on va prendre les petits tokens de Pyre. Dans le cas ici, c'est des petits feux. Mais d'autres factions, comme par exemple Cthulhu, lui, viendrait avec des jetons comme ça, des altars maudits. Donc, sur la plateau de jeu, il va également avoir les différentes choses qu'on va faire et les icônes sont plutôt mal représentées. Je dirais que c'est pas très clair. Souvent, les aides de jeu vont nous aider à mieux comprendre, mais je trouve que cette aide de jeu-là est pas très utile. Mais on va y arriver avec le plateau de jeu. Et là, chaque joueur va également prendre, bon, comme j'expliquais, les petites tours ici comme ça, qui ressemblent un peu à des flocons de Noël. Donc, comme ça ici. Et on va placer les altars sur les tuiles altars comme ça ici. On va essayer de faire des placer de manière aléatoire. Il nous suggère que les 5 soient placés habituellement dans le milieu. On va également prendre des ressources, donc de manière aléatoire, qui vont être placées là. Et on va les mettre sur le plateau de jeu. Donc, selon l'ordre de tour, donc l'ordre de tour va être déterminé ici avec le chiffre. Donc, tous les différents pouvoirs ont un ordre différent. Et on va commencer avec le premier joueur. Et il faut savoir également que chaque joueur va prendre 3 prêtres et les cultistes comme ça. Donc, toutes ces figurines-là sont appelées les disciples. La partie va prendre fin lorsque un joueur n'aura plus de disciples. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? Eh bien, c'est très simple et c'est le petit côté puzzle que je trouvais très intéressant du jeu aussi. Donc, on va prendre un de nos marqueurs comme ça et on va le placer. Donc, il faut savoir, il y a l'équivalent de 4 grandes rangées. Donc, on s'imagine, il y a la colonne A ici comme ça, la colonne B comme ça qui touche ceux-là, la colonne C, et la colonne D. Donc, chaque joueur va jouer seulement avec sa face. Donc, exemple, le joueur ici jouerait comme ça, mais celui-là, ses colonnes seraient comme ça. Donc, lorsqu'on va placer notre jeton, on va le placer comme ça ici, et on va pouvoir placer un occultiste. Et là, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va placer nos jetons, donc on imagine comme ça, au départ c'est très simple, mais après ça, quand ça va être notre tour, on va être obligé de déplacer un jeton. Et là, on ne peut jamais déplacer un grand jeton par-dessus un petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours déplacer un plus petit comme ça et le placer comme ça ici. Donc, on va pouvoir activer cette rangée-là et pouvoir placer des cultistes ou des prêtres. Donc, quand ça va être de retour à mon tour, si je veux, bon, encore une fois, je pourrais prendre le petit, le placer ici comme ça, pas de problème, ou je pourrais prendre celui-là, le déplacer comme ça ici. Et là, on va avoir une espèce de petit puzzle parce qu'il va toujours falloir faire attention. Donc, certaines occasions, on va vouloir retourner à une même place, mais étant donné qu'exemple, si mettons, on prendrait le petit, on le placerait ça comme ça ici, on réactiverait cette colonne-là, ce serait à l'autre joueur, et quand ça va venir à notre tour, eh bien là, on sait qu'on ne pourra pas y retourner immédiatement. Il va falloir déplacer le petit comme ça. Donc, chacun des tours va être fait de la même façon.
avec la phase de la tour. Donc, c'est toujours le premier élément qu'on va faire. On va déplacer nos tours et ça, c'est obligatoire. Ensuite, si on le désire, on va pouvoir faire la phase de pouvoir. Donc, on va pouvoir payer 2 ressources d'une même sorte parce qu'au courant de la partie, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va collecter des ressources et là, on va pouvoir utiliser les pouvoirs de chacun de nos personnages. Donc, exemple, ici, celle-ci, je peux payer 2 pour placer des pires comme ça, des pyres qu'ils appellent, sur des altars. Donc, ça va me permettre d'avoir de l'influence. Donc, cette phase-là, la phase des pouvoirs, est optionnelle. Et ensuite, on tombe à la phase des disciples. Donc, selon exemple, mon tour, c'est à mon tour, je prends celui-là et je le place là. Donc, j'ai choisi de ne pas activer la phase de pouvoir. Maintenant, je vais prendre la phase des disciples. Donc, je vais choisir un disciple et je vais pouvoir le placer sur n'importe quel de ces endroits-là. Donc, idéalement, on essaie d'aller autour des altars parce que c'est ça qui va marquer des points. On va essayer de se retourner tous autour parce que lorsqu'on va compter les points, on va regarder la majorité des cultistes qui sont autour de cet altar-là. Donc, par exemple, ici, je prendrais celui-là, j'irai le placer ici comme ça. Maintenant, on va devoir payer un certain nombre de ressources pour pouvoir le placer et ensuite quérir la ressource qu'il y a en dessous. Et la valeur qu'on va devoir payer se trouve à être le nombre de cultistes adversaires qui se retrouvent autour. Donc, plus il y a des cultistes autour et plus ça devient coûteux. Mais par exemple, on a un rabais, donc on va avoir un rabais équivalent au nombre à la hauteur de la tour. Donc, si jamais on a placé comme ça, on s'est bien organisé pour placer ça, éventuellement il va y avoir plusieurs jetons comme ça. Et si on aurait une grosse tour, donc c'est à mon tour comme ça, je choisis de prendre ça, je vais la placer ici, eh bien, on a une tour bien garnie, donc on va avoir tout un gros rabais pour pouvoir placer notre cultiste. À la fin de la partie, ça va être très très important de voir parce que plus ça va aller, et moins il va y avoir d'endroits qui vont être libres et plus les endroits vont coûter cher en ressources. Donc, après avoir placé notre cultiste, bon, en l'occurrence ici, le cultiste était seul, donc il n'y a aucun problème, on va quérir la ressource et on va laisser le cultiste là. Donc, un coup que le disciple ou le cultiste se trouve à être là, il va rester là jusqu'à la fin de la partie. Donc, la partie va continuer. Bon, je vais vous faire un exemple ici. Admettons que ça serait placé comme ça. La partie continue. Donc là, c'est au joueur vert. Il prend n'importe quel de ses tours. Il la place ici. Donc, il va prendre un de ses cultistes. Il va choisir, et par exemple, bon, de le placer ici. Le coût serait, bon, encore une fois, le nombre de cultistes qu'il y a autour. Il y a un rabais dû à la tour qui est plus élevé. Il va le placer ici comme ça et il va prendre les ressources. Il faut savoir que les prêtres ont une valeur d'influence de 3 et les disciples ici, donc les cultistes comme ça, ont une valeur d'influence de 1. Donc la partie va continuer, les joueurs vont placer leur tour, placer leur cultiste, si possible, leurs disciples, placés sur le tour de la partie. Et lorsqu'un joueur va avoir placé tous ses cultistes, tous ses disciples, devrais-je dire, ça va signifier la fin de la partie. Donc à ce moment-là, à la fin de la partie, il va y avoir une majorité qui va être faite. Donc on va regarder tout autour de cet altar-là, il y a combien d'influence. N'oubliez pas que les gros personnages comme ça valent pour 3. Donc on va calculer le nombre d'influences et le joueur qui a le plus d'influence va remporter ce nombre de points-là. Et là, sur notre petit plateau de jeu, lorsque la partie va être terminée, on peut le retourner ici comme ça et on retrouve la trame des scores. Donc là, ici, il nous explique, on regarde tout autour, donc les 8 cases autour des altars, les plus gros personnages valent 3 et ainsi de suite, ceux-là valent 1. Et voilà comme ça. Donc ça se trouve être la manière de calculer les majorités autour. Dans le cas qu'il y a une égalité, eh bien les deux joueurs marquent les points. Et là, chaque faction a également, comme j'expliquais tantôt, des pouvoirs différents. Donc, des fois, c'est de bloquer des tuiles, d'autres, c'est les livres, celui-là, c'est les pires, et etc. L'arrière du livret de règles, d'ailleurs, nous mentionne tous les pouvoirs spéciaux. Et donc, ce qui va être le plus important souvent dans le jeu, ça va être de savoir comment gérer ces tours, donc savoir où les placer, parce qu'on ne pourra pas toujours les placer dans la même colonne. Donc, on va devoir être un peu plus ingénieux lorsqu'on va déplacer nos tours pour éventuellement aller placer les plus petits tours ou aller placer en ordre comme ça. Parce que, je répète, on ne peut jamais placer une tour plus grande par-dessus une plus petite. Et voilà, donc les tours sont tous identiques. On place notre tour, on active notre pouvoir si possible, on place notre cultiste si possible, et c'est la fin de notre tour, ça va à l'autre joueur. Et voilà, ça fait le tour de Towers of Am-Arb. Premièrement, bon, le titre. Le titre, Am-Arb, c'est pas vraiment évocateur de quoi que ce soit. Comme je disais dans mon introduction, même lire le font là-dessus, c'est pas nécessairement évident. Qu'est-ce que c'est à la base? Et là, j'ai trouvé ça drôle parce que je suis le premier à aimer un bon thème dans un jeu. Souvent, lorsqu'un jeu va avoir un thème fort, je trouve ça très intéressant. Et je suis pas nécessairement un fan du culte du Cthulhu, mais je suis pas un détracteur non plus. Donc, en voyant le jeu, je me disais, bon, ok, parfait, excellent, un petit concept de Cthulhu, on va voir qu'est-ce que ça donne, parce que le jeu, à la base, n'a pas une prémisse très, très compliquée.
Ce que je trouve drôle aussi, c'est que le jeu, bon, il est marqué 15 ans et plus dessus. Je sais pas si c'est à cause du thème utilisé, mais même les illustrations sont très légères. C'est pas quelque chose de gore. On n'a pas l'impression d'être vraiment dans un monde très satanique, là. Maintenant, je dirais que la présentation générale du jeu, ça ressemble à pas grand-chose. Je suis pas nécessairement... Oui, j'aime ça, des belles composantes des fois, mais je m'arrêterai pas à ça. J'aime beaucoup de jeux très abstraits qui vont être très intéressants. Mais là, la présentation est très drabe. Le thème, je sais pas, il y a comme des choses qui fitent pas. Sur les tours, vous avez vu, bon, les médaillons circulaires, on dirait des flocons de neige avec Cthulhu. Je sais pas, moi, quand je pense à Noël, je pense pas nécessairement à Cthulhu en premier. On dirait qu'ils ont comme pas su où ils voulaient aller avec leur design graphique, parce que mettre ça dans un concept de puzzle, mettre ça très abstrait, je pense que ça aurait peut-être même donné plus de cachet au jeu que de vouloir essayer de rajouter un thème par-dessus qui fit pas vraiment pour le type de jeu. Bon, oui, on va placer des cultistes, on va devoir contrôler des altars, si on veut avoir des doom points. Donc, tout ça, c'est des petites choses un peu thématiques pour Cthulhu, mais je pense que le jeu a vraiment pas besoin de ça. La présentation est sérieusement, laisse vraiment à désirer, je pense. Puis, tu sais, comme je disais, je suis pas du genre à vouloir bâcher inutilement sur un jeu parce que il est pas beau, mais celui-là, je pense que même le dessus, on a de la misère à lire un peu. Bon, le Cthulhu ici, un peu bizarre. Je sais pas quel genre d'illustration vous voulez aller chercher. Je pense que, je sais pas, ça laisse beaucoup à désirer. Mais là, on arrive au jeu. Et là, le concept était très intéressant parce que c'est les disques circulaires qu'on va devoir placer. Et là, il va falloir les déplacer de manière à ce qu'on ait toujours un disque plus petit sur le dessus. Donc, on va les déplacer, après ça, replacer des disques plus petits par-dessus, les disques plus grands, et on va créer une espèce de petit puzzle. À la base, ce concept-là, je le trouvais très intéressant. Et lorsque je me suis renseigné sur le jeu, j'ai vu ça, je trouvais que c'était un bon concept. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent même. Fait que je disais que je pense que le jeu avait beaucoup à gagner de miser là-dessus. Mais après ça, c'est juste d'aller chercher une ressource. Si on veut, après ça, on peut payer des ressources pour placer un cultiste autour des altars. On va devoir se positionner pour marquer des points devant les altars qui vont être plus payants. Au départ, on va rapidement chercher les altars qui ont une valeur de 5. On va se dépêcher pour pouvoir aller là. Après ça, on va y aller en descendant si on veut y placer, bon, 4 et ensuite 3. Mais je pense que le jeu est très mécanique. Après quelques tours, on a déjà vu qu'est-ce que ça faisait. Bon, oui, il y a différents pouvoirs. Un petit fait intéressant aussi, je n'ai pas joué énormément de parties. J'ai joué seulement une partie. Je pense pas que le jeu avait beaucoup plus à m'offrir. Je sais qu'il y a différents pouvoirs, différentes factions qu'on a en début de partie qui nous donnent un petit pouvoir personnel. Mais même ces pouvoirs-là, je les ai trouvés pas très intéressants. J'ai lu dans le livre pour voir qu'est-ce que les autres faisaient. Moi, le mien, bon, je peux placer un petit token pour pouvoir contrôler, avoir un point d'influence sur un altar, si on veut, un brasier que je plaçais. Sinon, Cthulhu que j'affrontais, je jouais une partie à 2 joueurs. Lui, il pouvait placer des altars qui étaient maudits. Je pense que habituellement, je vais jouer plusieurs parties d'un jeu avant de donner mon avis. Et même là, encore là, prenez mon avis avec un grain de sel. Je le dis ouvertement, j'ai joué seulement une partie. Habituellement, je vais être beaucoup plus méticuleux sur ma façon de jouer, sur le nombre de joueurs que je vais jouer, plusieurs parties, essayer des stratégies différentes, essayer des pouvoirs différents. Là, j'ai joué une partie, puis j'ai pas vraiment envie de retourner à ce jeu-là. Je le regarde, c'est vraiment un jeu qui risque de passer un peu dans le beurre parce que le jeu est pas très attrayant visuellement. Oui, il y a un concept à la base qui est intéressant. Même ça aurait été un petit puzzle. Je pense que le jeu aurait pu gagner en misant sur ses forces. Mais là, je pense qu'à mon avis personnel, j'ai vraiment pas été enivré par ce jeu-là. C'est pas un jeu que j'ai vraiment envie de rejouer. C'est pas un jeu que j'ai apprécié particulièrement. C'est pas un jeu que je vous conseille. Mais encore là, c'est certain, mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient aimé ce jeu-là. Mais moi, pour ma part, ça a été un des rares flops que j'ai joué dernièrement. Donc malheureusement, Towers of Amharb n'a pas une belle éloge de ma part. Encore une fois, si jamais c'est le genre de jeu, parce que je vous ai montré un peu les règles, que vous pensez que ça peut être pour vous, peut-être ça va l'être, parce que écoutez, j'ai pas tout le monde a des goûts différents, mais pour ma part, c'est un thumbs down. C'est le jeu Towers of Amharb. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!